prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Jus de Ciné, l'émission qui parle du cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 7e numéro de Jus de Ciné. Déjà, ça passe vite. Nous sommes donc partis pour... Alors, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Je sais pas si je vais l'appeler mi-octobre ou octobre 2020 première partie. Je sais pas encore parce que du coup, bon... si vous n'avez pas regardé l'émission précédente, Jus de Ciné va devenir maintenant bimensuel, donc 2 fois par mois, toutes les 2 semaines à peu près, entre guillemets, à peu près. Donc voilà, ce qui va permettre de réduire déjà le temps des émissions, parce que déjà la dernière faisait 1h20, c'était beaucoup trop long, c'est assez indigeste quand même. Et donc voilà, donc on va répartir ça en deux. Donc là, par exemple, je vais parler donc de tout ce que j'ai vu entre le 1er et le 15 octobre. Et puis bah, dans l'émission suivante, je parlerai de tout ce que j'ai vu du 16 au 31 octobre. Je fais le truc avec les doigts là, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 31 jours, c'est bien ça. C'est compliqué, hein. Et donc je suis tout seul pour cette émission. Marie sera là sur les émissions qui sortiront en début de mois. Donc sur les deuxièmes parties de mois, Marie sera là. Donc une émission sur deux, je serai tout seul. Donc là je suis tout seul. Ce qui fera, je pense, une émission un peu courte, étant donné que en plus vous allez le voir, le sommaire est assez rapide pour une fois. Et puis donc sur l'émission suivante, je serai avec Marie. Mais pour le coup, ça permettra aussi à Marie de parler de d'autres trucs. Vu que moi j'aurais besoin de parler de moins de trucs. Donc voilà, ça sera aussi pour un peu, parce que je parlais beaucoup plus qu'elle sur les émissions précédentes. Donc c'est là déjà je vais pouvoir évacuer un bon nombre de trucs que j'ai pu voir. Et puis comme ça, donc c'est cool. Le sommaire donc de cette émission, évidemment on va parler d'actu, les sorties de 2020 bien sûr avec Adolescente, Lux Eterna ou encore Relique, et des films d'avant 2020 avec notamment Citizen Kane. Voilà. Et c'est tout. Pas de chronique, pas de machin, voilà. Donc l'émission sera, je pense, vraiment courte. Et je vous tease pour la prochaine émission. On a donc bel et bien fait on s'est imposé un film. Enfin, on a imposé un film à l'autre, pour être plus précis. Donc voilà. On verra ça sur la prochaine émission, mais je pense que ça peut être très drôle. On commence avec les actus. Alors, les actus, on va pas se mentir, ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de merde hein, par rapport au cinéma. Je vais y venir. Bon, déjà, Dune décalée à octobre 2020. On avait espoir que le film sorte en fin d'année, mais bon, là, ça c'est... Enfin, on avait espoir. En vrai, de plus en plus, on se disait, bah, ils vont forcément le repousser, quoi. Donc, ouais, donc il y a plus aucun blockbuster de prévu américain dans cette fin d'année. Bon, voilà. Moi, à la limite, ça m'arrange un peu, parce que comme ça, j'ai plus de temps pour finir le bouquin, que je suis toujours en train de lire, hein, bon, je suis trop long, bref. Je lis trop peu, c'est horrible. Quelque chose de beaucoup moins rigolo, le nouveau Pixar qui s'appelle Soul, qui est réalisé par Pete Docter, le metteur en scène notamment de Vice Versa, ne sortira pas en salle, mais directement sur Disney+, en tout cas en France, le 25 décembre. J'arrive à mon actu suivante, hein, qui est en parallèle. Disney, donc, va privilégier maintenant son offre streaming par rapport aux sorties cinéma. Voilà, donc Disney qui défonce les salles encore plus, c'est un véritable bonheur. Ils ne prennent aucun risque, ces enfoirés, et je suis encore très poli quand je dis ça, c'est-à-dire qu'ils ont des millions et des millions, mais non, on va pas perdre de l'argent... on va pas sauter le cinéma, ça se saurait si on faisait du cinéma. Mais en plus, un Pixar, je veux dire merde quoi, un Pixar c'est toujours un carton assuré, même dans un contexte difficile, je suis désolé. Donc non, je ne prendrai pas Disney Plus pour regarder Soul, je téléchargerai comme une grosse merde. Parce que vous méritez pas mieux, Disney c'est tout, vous méritez pas mieux. Voilà. Je ne veux plus vous donner un seul centime, parce que vous ne le méritez pas. Vraiment ça m'exaspère, mais à un level, vous avez pas idée. Je trouve ça d'un tel mépris pour les cinémas, pour les salles de cinéma, pour les exploitants qui ont besoin de films de Disney. Voilà, bon, ça me fait chier de l'admettre, mais c'est vrai, parce que ça fait toujours des entrées. Et déjà, bon, avec Mulan, c'était déjà limite, mais à la limite, moi je m'en battais les couilles de Mulan. Là, Soul, je voulais le voir en salle parce que c'est un Pixar, j'adore Pixar, voilà, je suis encore ils ont de la chance d'avoir encore Pixar Disney. Ça fait très longtemps que je les aurais boycott et que voilà, donc ils ont encore Pixar pour m'amadouer. Mais là, juste non, et c'est pas un Pixar mineur, on parle déjà d'un des meilleurs Pixar quoi, et ça m'étonne pas, le film a l'air magnifique. C'est juste dégueulasse. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est immonde de faire ça. Je trouve ça vraiment d'une indécence totale.
Voilà. J'étais plutôt optimiste hein, par rapport aux salles de cinéma, mais là, vraiment, avec un coup comme ça, je suis inquiet. Je crois que c'est la première fois que je suis vraiment inquiet là depuis le début de la crise sanitaire que pour les cinémas. Vraiment, je suis effrayé. Bref, une news un peu plus cool, si on veut, puisque le casting du prochain Mad Max, qui sera un prequel de Fury Road, a été annoncé, et donc notamment parce que du coup c'est un prequel qui suivra le personnage notamment de Furiosa, qu'on a pu voir dans Fury Road, qui va être incarné par Charlize Theron, et donc dans ce prequel, elle sera incarnée par Anya Taylor-Joy, que vous avez pu voir dans Split, très récemment dans Les Nouveaux Mutants, une actrice qui commence vraiment à monter, et voilà, et moi je dis pourquoi pas. En vrai le projet ne m'attire pas plus que ça, mais c'est réalisé par George Miller, donc grosse curiosité quand même, parce que George Miller est un dieu, presque. Il l'a prouvé avec Fury Road, donc voilà. Très curieux de ce projet. J'aurais peut-être pas spécialement pensé à Anya Taylor-Joy pour une version jeune de Furiosa, mais moi je dis pourquoi pas. J'attends de voir le film évidemment. Après tout, on était tous sceptiques vis-à-vis de Fury Road, et puis au final on s'est pris une grosse clacasse. Donc à la limite, je dis pourquoi pas. Et dernière news qui est vraiment dans l'actualité totale, là, puisque c'est le couvre-feu. Le couvre-feu qui a été annoncé donc, par notre cher président, et du coup qui fout la merde encore une fois pour les salles de cinéma, puisque, on va pas se mentir, je crois que c'était 40% des recettes des cinémas se faisaient sur les séances de 20h, 21h quoi. Donc évidemment avec le couvre-feu ça va pas être possible, d'autant qu'en plus on a eu un espoir à un moment qu'il y aurait la possibilité d'une dérogation si tu montres ton ticket de cinéma par exemple. Donc si t'étais chopé hors de chez toi à 21h, après 21h pour rentrer chez toi simplement, après être allé au cinéma, mais non, finalement non, et ça fait encore une fois très très peur, parce que si on peut plus aller au cinéma à partir de 20h, c'est chaud quoi, parce que voilà, la journée on n'a pas le temps d'aller au cinéma puisqu'on travaille, en plus ils ont insisté sur le fait qu'il fallait qu'on travaille, moi je dis ok, je considère ça comme normal, mais voilà, après laissez-nous aller au cinéma quoi. C'est d'autant qu'en plus, il n'y a pas de risque au ciné. Je veux dire, tu gardes ton masque tout le temps. Pour le coup, quand tu vas au resto, c'est beaucoup plus dangereux. Quand tu vas dans un bar, c'est beaucoup plus dangereux. Je sais pas. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas qu'on mette la culture au second plan comme ça. Donc voilà. Encore une fois, très inquiet par rapport à ça. J'espère vraiment que ça va bouger, ça. Et que, bon, après, on peut espérer que le couvre-feu soit pas trop long. Et encore une fois, bon... Moi de mon côté je suis de Limoges, donc je ne suis pas du tout concerné par le couvre-feu pour l'instant. Je croise les doigts, donc pour l'instant ça va. Et de toute façon, moi en règle générale je vais au cinéma à 18h, donc vraiment ça me dérange pas plus que ça pour le coup. Mais quand même, je reste conscient qu'il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma à 20h, 21h, ce qui me semble normal. Et voilà, ce couvre-feu va foutre la merde encore une fois, donc bon. Voilà, c'est pour ça vraiment toutes ces news là entre Disney et ça me fait peur pour les salles de cinéma, mais bon. Voilà, on verra bien comment ça va se goupiller tout ça, mais bon. Alors que je vous parle, on est le 18 octobre, pardon, je sais pas quand sortira cette vidéo, peut-être dans 4-5 jours, donc aux alentours du 22-23. Donc je sais pas si Adieu les cons sera sorti. Par contre, il y a ce qui est cool, c'est qu'il y a Peninsula, donc la suite de Night Trap for Busan, qui a été maintenue au 21 octobre, alors qu'il y a eu un premier report qui avait été annoncé, puis finalement c'est revenu au 21 octobre. Ça c'est cool. Alors il paraît que le film est pas très bon, mais rien que pour cette décision de le maintenir au 21 octobre, j'irai le voir. Rien que pour ça, parce qu'au moins eux ils soutiennent les salles de cinéma, et en vrai ça peut avoir un petit succès, parce que c'est une suite ce qui fut presque un blockbuster sud-coréen, qui avait eu un beau succès Night Trap for Busan, donc qui était en plus un bon film. Donc voilà, bon apparemment cette suite est assez moyenne, mais bon, rien que pour le fait de soutenir les salles de cinéma, j'irai le voir, et avec plaisir, même si le film est pas très bon, au moins je serais content de soutenir un film, et des distributeurs et des producteurs qui ont voulu soutenir les salles de cinéma, pas comme Disney, donc voilà, j'irai voir Peninsula avec plaisir, même si c'est pas terrible, j'irai voir avec plaisir, et j'en parlerai évidemment dans le prochain Jus de Ciné. Voilà, on aborde tout de suite les sorties de 2020. Pas beaucoup de films, du coup. En tout cas, c'est surtout qu'il y a quelques films que j'ai été voir en avant-première. J'y reviens tout de suite. On commence avec Adolescente, qui est un documentaire réalisé par Sébastien Lifshitz, documentaire français, qui raconte tout simplement l'histoire de Emma et Anaïs, qui sont au début du film des adolescentes, et on va les suivre sur une période de 5 ans, de leurs 13 à leurs 18 ans. Ce qui est intéressant, c'est que sur papier, elles sont très différentes l'une de l'autre, sans trop en dire. Et donc voilà, on va les suivre. Donc le tournage s'est étalé sur 5 ans.
Et donc on va les suivre sur 5 années de leur vie, comment elles ont évolué. C'est un documentaire donc avec une démarche assez intéressante, qui n'est pas sans rappeler évidemment le Boyhood de Richard Linklater, qui pareil lui avait étalé son tournage sur plus de 10 ans, et qui suivait donc un jeune garçon qui devenait donc jeune adulte sur ce temps-là. Et donc là voilà, il y a clairement une démarche presque mi-documentaire, mi-fiction, parce qu'il y a pas de voix off, il y a pas de... Je crois qu'il y a très peu de musique extra-légétique, donc qui a été ajoutée à montage. Je crois qu'il y en a très peu. Il n'y a pas de moment où les protagonistes vont se livrer face caméra, machin. C'est vraiment une démarche mi-documentaire, mi-fiction, quoi. On a vraiment l'impression de regarder une fiction, mais c'est un documentaire. Et en vrai, ça peut dérouter. Mais bon, je vais déjà commencer par le fait que c'est génial. Vraiment, j'ai trouvé ça absolument génial. Ça dure 2h10, on voit pas le temps passer, c'est absolument passionnant. C'est extrêmement pudique dans la mise en scène. Et justement, pour l'immersion, c'est génial parce que, bah, voilà, vu que là, il n'y a pas de voix off, vu que c'est extrêmement immersif. On est directement immergé dans la vie de ces deux adolescentes. Et c'est absolument génial. On s'attache à elles malgré le fait que bah, ce sont des adolescentes, donc évidemment elles tiennent tête à leurs parents, elles font des conneries, machin, mais en même temps c'est très difficile de ne pas se voir. C'est-à-dire que ça s'adresse à tout le monde en plus, vraiment, qu'on soit un garçon ou une fille, on peut vraiment s'identifier à elle totalement, et ça je trouve ça absolument génial, parce que voilà, il y a vraiment des scènes, notamment avec une des deux, bah, c'est Emma, qui a beaucoup de rapports conflictuels avec sa mère, et moi même si j'ai des très bons rapports avec ma mère, voilà, quand j'avais 14-15 ans, forcément parfois je pouvais faire un peu mon rebelle et être un peu... et un petit peu contester son autorité, et c'est normal, tu vois, c'est un peu l'âge où tu fais ça. Quand t'as du recul, après tu te dis que t'étais totalement con. Mais quand t'as 14-15 ans, t'as pas ce recul-là. Et donc c'est ça aussi, on s'identifie à ça, justement, on se voit. Et ça, je trouve ça absolument génial. Vraiment, donc encore une fois, l'immersion est parfaite. Et vraiment, on a envie de passer tout notre temps avec elle, quoi. Elle, ES. C'est, voilà. Elles sont bouleversantes, elles sont attachantes, elles sont faillibles, fragiles, mais elles sont touchantes et bouleversantes. Et je trouve ça vraiment très bien. C'est à la fois drôle, c'est à la fois triste, et c'est d'une telle pertinence. Vraiment, je trouve ça merveilleux. Vraiment, c'est un des films de l'année pour moi. Je dirais juste que voilà, la démarche mi-documentaire, mi-fiction fait qu'on peut pas forcément... Enfin, quand tu y réfléchis, tu peux pas non plus croire à 100% à ce que tu vois. Parce que elles se savent filmer, forcément. Il y a une caméra. C'est pas une caméra cachée, donc elles se savent filmer, donc on peut pas voir naturel à 100%. On a beau nous dire que, le metteur en scène avait beau dire oui, elles ont oublié la caméra, oui, on va essayer de choper les moments les plus naturels possibles. Tu peux pas être naturel à 100%. Mais en vrai, dans le film, tu fais pas gaffe à ça. Dans le film, t'es pris dedans et tu crois à tout ce que tu vois. Et c'est ça qui est super fort. Après, évidemment, une fois que sorti du film, tu commences à réfléchir. Moi, ça m'a vraiment fait ça. Sur le chemin du retour, j'étais quand même en mode, est-ce que vraiment je peux croire à 100% à ce que je vois? Mais d'un autre côté, c'est suffisamment bien fait pour que dans le film on se laisse immerger et qu'on soit vraiment et qu'on soit totalement crédule à tout ce qu'on voit, et je trouve que c'est une vraie réussite. Donc adolescente, c'est une vive recommandation. Je crains qu'il ne soit plus en salle actuellement, mais parce que j'ai mis un peu de temps à le voir, hein. C'est vrai qu'il était sorti début septembre, j'ai mis un peu de temps à aller le voir, mais voilà, vraiment je regrette pas, c'était absolument génial. J'ai trouvé ça vraiment génial. Donc voilà. On continue avec Lux Aeterna, réalisé par notre Gaspard Noé national, avec notamment Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg qui jouent leur propre rôle. Et en gros, on est sur le tournage du premier film de Béatrice Dalle, donc encore une fois un film dans le film, et disons que le tournage va mal se passer. Voilà. Alors ce qui est intéressant avec Lux Aeterna, c'est que c'est un moyen métrage, il dure seulement 50 minutes. Bah justement, c'est peut-être sa faiblesse pour moi, c'est qu'il est beaucoup trop court. C'est qu'on a tellement envie d'en voir plus. Voilà, le film va à l'essentiel. Après, ça n'empêche pas qu'il y a un bon quart d'heure au début de monologue entre les deux actrices, qui est super intéressant, c'est pas le souci. En plus, il y a un jeu de split screen qui est super intéressant. Après, donc, en gros, le film, c'est 15 minutes de discussion de monologue entre les deux, enfin de dialogue entre les deux actrices. Après, il y a 20 minutes d'errance dans le tournage, et après 15 minutes où vraiment le chaos s'installe. Et où c'est un espèce de cauchemar éveillé, voilà, j'en dirai pas plus. Bah, c'est vraiment bien, c'est extrêmement immersif, c'est électrisant, c'est même hypnotisant, t'es vraiment pris dedans, et c'est passionnant, c'est absolument passionnant. Et Gaspard Noé propose encore une mise en scène extrêmement
intéressante. Il y a un petit peu de climax dans Lux Satana. De climax un petit peu plus resserré, tu vois. Et justement, là au climax, bah, j'avais bien aimé le film aussi, mais je l'avais trouvé peut-être, pour le coup, un chouïa trop long. Mais au moins, il y avait une vraie progression dans le climax. Là, je trouve que vraiment, le basculement dans le chaos est un peu rapide. Ce qui peut paraître un peu frustrant. Et vraiment, quand le film se termine, c'est ultra frustrant parce que t'as vraiment envie d'en voir plus. D'autant qu'en plus, il y a plein de sous-intrigues qui sont balancées dans le film et qui ne vont jamais trouver une réponse. Ce qui est vraiment frustrant. Donc vraiment, c'est vraiment bien, mais c'est frustrant. Parce que vraiment, on aurait aimé en voir plus. Et je tiens à dire, alors je sais, il est peut-être encore en salle. Peut-être, je ne sais pas, à l'heure où je vous parle. Et si jamais vous allez le voir, je suis très curieux d'ailleurs, très surpris, pardon, qu'il n'y ait pas d'avertissement pour ça en début de film. Mais voilà, si vous êtes épileptique, évitez le film. Très clairement évitez le film parce que sinon vous n'allez pas survivre aux 15 dernières minutes. Je vous le dis. Voilà. C'était juste pour le dire, ça me semblait important. Un petit mot vite fait sur 2 films que j'ai vus en avant-première dans le cadre des rencontres de Limoges. Début octobre, du coup, a eu lieu les rencontres de Limoges qui ont lieu chaque année depuis 5 ans, je crois, et donc qui proposent des avant-premières et des avant-premières parfois avec des metteurs en scène ou des acteurs, etc. Et donc là, dans le cadre de ces rencontres de Limoges, j'ai vu 2 films. Il y avait tout d'abord De l'or pour les chiens, réalisé par Anna Cazenave-Cambé, qui était donc en sa présence. Donc c'est-à-dire qu'après le film, il y a eu un débat avec la réalisatrice. C'est donc un premier film français qui suit l'histoire de Esther, qui est une jeune femme de 17 ans. On est à la fin de l'été. Elle a passé son été dans les Landes, et donc elle va essayer de retrouver son amour à Paris, sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu, et elle va un peu errer dans Paris jusqu'à trouver une paroisse. Voilà, je vais pas en dire trop non plus. Et c'est bien. C'est un beau premier film avec une actrice principale assez lumineuse, et c'est très bien réalisé aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de plans séquences qui sont super bien faits. Voilà, je dirais juste que les premières minutes sont un peu hésitantes, on est un peu décontenancé au début, mais après une fois que le film commence, on est vraiment pris dedans. C'est un vrai road trip hein, qui est très intéressant, avec beaucoup de bonnes idées, et c'est un premier film prometteur, voilà, et ben, la discussion avec la réalisatrice a été très intéressante par la suite. J'ai pu poser une question d'ailleurs, je lui ai demandé si elle était... parce qu'elle a aussi écrit le film, si bah, justement elle s'est inspirée de quelqu'un ou de elle-même pour le personnage d'Esther. Elle m'avait répondu que pas vraiment. C'est un personnage voilà, qu'elle avait un peu en tête comme ça. Mais il y a eu plein de questions super intéressantes. Et ce qui est super, c'est que du coup, il y a certaines scènes que tu as pu mal interpréter. Et justement, après, la réalisatrice nous a un peu plus expliqué ce qu'elle a voulu dire avec cette scène-là ou cette scène-là. Donc c'est super intéressant. Si tout va bien, ça sort le 25 novembre. Moi, je vous le recommande en tout cas. Je vous en reparlerai dans l'émission de début décembre. Mais c'est un film que je vous recommande. Et deuxième film que j'ai vu en avant-première en présence d'un réalisateur, c'était Une vie secrète, qui lui est un film espagnol, donc qui a été réalisé par Aitor Arregui, John Garano et José Mari Gonega. Donc 3 metteurs en scène. Il y avait José Mari Gonega qui était dans la salle. Pareil, on a pu avoir un débat avec lui après le film, qui lui raconte l'histoire un peu méconnue, ce qu'on a appelé des topos, qui sont des gens donc qui se sont opposés à l'avènement de Franco. Et donc en 1936, quand il est arrivé au pouvoir, ils ont dû se cacher pour ne pas être emprisonnés, voire pire. Et donc voilà, ils ont dû se cacher pendant de longues années. Donc on va suivre l'histoire d'un topos qui s'appelle Ininho. C'est un film que j'ai trouvé vraiment bien, avec d'excellents acteurs. Il y a un travail sur le son qui est très intéressant. C'est bien mis en scène, c'est assez captivant. Il y a pas mal de moments de tension qui sont super bien amenés. Voilà, après, je dirais que le film est quand même un poil long, il fait 2h25, mais en même temps, bon, vu que ça se passe sur 30 ans, ça paraissait aussi logique. Et je dirais aussi que le début est un peu trop... c'est un peu agressif, je dirais. Parce que la caméra bouge beaucoup, c'est toujours pas très lisible. Après, il y a l'idée un peu de chaos au début, donc c'est... Mais voilà, disons que le début est un peu trop énergique. Voilà, il aurait peut-être fallu une intro un peu plus progressive, je dirais. Mais non, c'était un très bon film et qui racontait... et l'histoire était captive, et c'est super intéressante. Et voilà, et puis en plus, vu que c'est quelque chose d'assez méconnu... en Espagne, ben voilà, il y a un devoir de mémoire aussi, parce que voilà, ils ont été un peu vus comme des héros, ces gens-là. Et donc ce film sort, si tout va bien encore une fois, le 28 octobre. Donc encore une fois, si la date de sortie est maintenue, je vous en parlerai dans l'émission. La prochaine émission, celle de début novembre. Et enfin, dernier film, là pour le coup, que je n'ai pas vu en avant-première, hein, qui est sorti en début octobre, c'est Relique.
est réalisé par Natalie Erika James, qui raconte l'histoire d'une mère et sa fille, donc respectivement Kay et Sam, qui donc ont été prévenus que donc la mère de Kay et la grand-mère de Sam, Edna, avaient disparu. Donc elles se rendent chez Edna pour essayer de la retrouver. Au début du film, ils ne la trouvent pas. Et puis à un moment donné, elle va réapparaître, un peu de façon brusque. Et disons que à partir du moment où elle va revenir, il va se passer des choses étranges dans la maison. Voilà. J'en dirai pas plus. C'est encore une fois un premier film d'une réalisatrice. C'est un drame horrifique et c'est vraiment très intéressant. C'est un film qui... alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas un film qui fait peur, mais c'est pas un défaut. C'est-à-dire que le film n'a jamais voulu faire peur. C'est plutôt une terreur psychologique, je dirais. Déjà, il doit y avoir un jumpscare et encore, il est très léger. Voilà, c'est un film d'ambiance, c'est un film qui prend son temps, qui installe ses personnages, et pour le coup, vu qu'il n'y a que 3 personnages vraiment principaux, donc la fille, la mère et la grand-mère, on est tout le temps avec elle, et ce qui est super intéressant, c'est de voir un petit peu leur relation, parce que voilà, c'est une famille un petit peu dysfonctionnelle, donc forcément, c'est super intéressant. Il y a plein de thématiques ultra intéressantes qui sont abordées, la vieillesse, le deuil, et en même temps, il y a une vraie réflexion sur l'abandon, sur le délaissement des personnes âgées, disons, ce qui fait mal, hein, parfois, ça peut un peu te renvoyer à ta propre histoire, et ça fait vraiment très très mal, parce que ça tape juste. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Il y a de très bonnes idées de mise en scène, les actrices sont formidables. Le climax, il y a quand même une dernière demi-heure où il y a un gros sursaut et qui est ultra intense. Voilà, je dirais juste quand même que le film est un peu frustrant parce que il aurait pu aller un peu plus loin. C'est vrai que parfois le film se retient quand même pas mal. Après, je pense que le film n'a pas un gros budget aussi. Mais voilà, le film aurait peut-être pu parfois un peu plus frapper pour un peu plus nous mettre dedans. Voilà, donc c'est un petit film, mais en même temps qui en dit beaucoup. C'est vraiment un film à prendre avec beaucoup de métaphores. C'est un film très métaphorique, donc vraiment si vous le prenez au premier degré, vous allez vraiment trouver ça moyen. Et le film divise un peu, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pris trop au premier degré. Et il faut vraiment essayer de pousser la réflexion. C'est pas un film qui est... Comment je pourrais dire ça, qui est vraiment accessible. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment voir plus loin que le bout de son nez pour vraiment essayer de comprendre le film, pour essayer de... Et en fait, quand tu y réfléchis, c'est très intelligent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées par le prisme de l'horreur, et c'est vraiment très intelligent, il y a beaucoup d'idées. Je trouve que vraiment, il y a des scènes géniales, notamment la scène d'introduction, je la trouve formidable, la scène de fin aussi, dont on a beaucoup parlé, est très très intéressante. Et donc voilà, les actrices sont formidables. Je suis notamment, parce que donc, la fille, donc Sam, est jouée par Bella Efcott, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Je suis vraiment ravi de la revoir dans un film, dans un bon film en plus. C'est une actrice qui, je pense, peut aller vraiment très loin. Je lui souhaite en tout cas, parce qu'elle est vraiment c'est une très bonne actrice, vraiment. Donc j'espère vraiment qu'elle ira loin, parce qu'elle le mérite. Encore une fois, un premier film très prometteur, qui est vraiment très intéressant. Et voilà. Juste, voilà, ce n'est pas un film d'horreur classique, ce n'est pas un film où vous allez sursauter. C'est un drame horrifique. C'est un drame horrifique psychologique. Voilà. Juste, mettez-vous ça en tête. C'est pas le nouveau Conjuring, c'est pas le nouvel Insidious, j'en sais rien. Ça n'a rien à voir. Voilà. Moi, je dis, allez voir le film. Juste, voilà. Ne dites pas c'est de la merde parce que vous n'avez pas eu peur. C'est pas le but du film. Et je pense que vous le comprendrez assez vite. Voilà pour la sortie de 2020. Ce fut finalement assez rapide, hein. Pourtant, ouais, j'ai quand même vu 5 films en 15 jours, ce que je trouve pas mal quand même. Pour ce qui est des sorties d'avant 2020, eh bien, début octobre, j'ai vu un grand classique, puisqu'il s'agit de Citizen Kane, réalisé par Orson Welles, sorti en 1941. Et le film commence sur la mort de Charles Foster Kane, qui est un grand moyen de la presse. Et disons que après sa mort, il va y avoir une enquête d'un reporter pour savoir pourquoi ces derniers mots furent ceux-là. Je vous le dis, quand il meurt, il prononce Rosebud. Et l'idée du film, c'est de savoir pourquoi il a dit ça. Et donc, il y a un reporter qui va donc mener l'enquête et va interroger des proches de cette personne pour essayer de comprendre. Et donc, on va voir un petit peu, on va avoir beaucoup de flashbacks, forcément, sur sa vie.
voilà, et voir en quoi il était, c'était un homme qui a eu une espèce de d'ascension, et puis après de chute, etc. Et c'est considéré comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma, Citizen Kane, pour plein de raisons, et quand tu vois le film, tu comprends pourquoi. C'est parce que 80 ans après, techniquement parlant, c'est ébouriffant. Vraiment, en termes de mise en scène, en termes de photographie, en termes de lumière, en termes de décor, et même en termes de maquillage, c'est toujours, très impressionnant aujourd'hui. Il y a des mouvements de caméra extrêmement précurseurs, il y a vraiment beaucoup enfin, les contre-plongées, les travelling, tout ça, encore une fois, il faut repasser dans le film en contexte, c'est impressionnant. Parce que je pense qu'en 1941, il y avait encore très peu de ça, des mouvements de caméra. En 1941, je dis pas qu'on est dans les débuts du cinéma, mais pas très loin. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, en 1941, il n'y avait pas non plus encore 100 000 films, tu vois. Voilà, il y a vraiment un début d'expérimentation de tout ça, de voir. Et puis voilà, ce qui est génial, c'est qu'en plus, Orson Welles, Citizen Kane, pardon, est encore une fois un premier film. Et Orson Welles, je crois, avait à peine la vingtaine quand il a réalisé ce film, et donc il a mis une claque à tout le monde, quoi, parce que vraiment le mec était déjà ultra novateur et précurseur sur plein de choses. Voilà, et vraiment, en termes de photographie, en termes de lumière, en termes de décor, vraiment, les décors sont incroyables, il y a beaucoup d'effets spéciaux, et ça se voit quasiment pas, ce qui est ultra impressionnant, encore une fois. Et surtout en termes de maquillage, quoi, j'ai rarement vu des maquillages aussi incroyables, parce que vraiment, du coup, on va suivre le personnage de. Donc Charles Foster Kane est incarné par Orson Welles lui-même, et donc voilà, sur la fin de sa vie, on le voit en vieux, et le maquillage est ultra crédible. T'as vraiment l'impression qu'ils ont tourné 50 ans après avec l'acteur, et que c'est incroyable. Il y a plein de films. Pour le coup, je parlais d'une vie secrète tout à l'heure. Pour le coup, une vie secrète qui se passe en 30 ans, par exemple, sur les 20 premières années, la femme ne vieillit pas. La femme ne vieillit pas. Le maquillage est raté. Et là, ça marche. Dans un film qui a plus de 80 ans, ça marche. Enfin, un peu moins de 80 ans, pardon. Ça marche. Donc ça, c'est impressionnant. Voilà. Après, si vraiment je devais mettre un petit reproche, c'est que l'histoire n'est pas non plus la plus passionnante que vous allez voir. Disons que voilà, c'est un système... Mais encore une fois, voilà, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de films qui ont été faits après qui le font mieux. C'est-à-dire, voilà, une idée un peu de biopic entre guillemets où tu suis la vie d'un homme sur des flashbacks, etc. Évidemment qu'on a vu ça après en plus intéressant, en plus passionnant depuis, mais encore une fois il faut passer dans son contexte. Donc voilà, il y a juste ça qui mal vieilli, non, parce que c'était quand même un des précurseurs de ça, encore une fois. Ça n'empêche pas que la narration est très solide, que c'est extrêmement fluide, que quand même les 2 heures passent relativement vite, et que surtout la révélation du Rosebud à la fin donc est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Donc voilà, c'est un essentiel évidemment, il faut avoir vu Citizen Kane, ne serait-ce que pour sa prouesse technique, qui encore aujourd'hui est palpable. Vraiment, la prouesse technique est encore palpable aujourd'hui, ce qui est quand même assez fou. Vraiment. Et deuxième film des sorties d'avant 2020 et dernier d'ailleurs. Alors avant de vous parler du film, il faut que je fasse une petite mise en contexte. Donc vous le savez, je suis Sens Critique, j'en parle tout le temps. C'est ma bible, Sens Critique. Ça fait 2 ans que je suis sur le site à peu près. Et j'adore Sens Critique, vraiment je suis devenu un fan absolu de Sens Critique. J'ai pu découvrir plein de films avec ça, je trouve ça génial. Comment c'est fait, etc. Je trouve ça absolument passionnant. Et sur Sens Critique, il y a des badges. Il y a des badges que tu obtiens quand tu fais certains trucs. Par exemple, si tu as vu tous les Spider-Man, tu as un badge. Si tu as vu tous les films Harry Potter, tu as un badge. Et donc il y a plein de comme ça c'est un peu comme des succès, quoi, un peu, ou des trophées. Voilà. Et il y a un succès qui en plus a été très peu obtenu, un badge, qui m'intéresse énormément et que je trouve assez rigolo. C'est le badge s'appelle le million. Et en gros, il faut avoir noté, donc vu, les 55 films qui ont dépassé le million d'entrées au box-office français en 2012. Pas que des films français, juste voilà, tous les films qui ont dépassé le million d'entrées. Donc il en met 55. Et je me suis dit, allez. Et donc je pense qu'au fur et à mesure des émissions, je verrai des films de ce classement pour avoir le badge. Et vraiment, il y a des films dedans, vous n'avez pas idée comme j'ai pas envie de les voir. Je pense notamment à Twilight, parce qu'il y a Twilight 5 en plus, donc ça veut dire que je me tape les 5. Il y a un film Sexy Dance, il y a La Vérité si je mens, des films que j'ai vraiment pas envie de voir, mais je suis obligé. Du coup, je suis obligé, pour le badge, je suis obligé. Et donc je ne reverrai pas les films que j'ai déjà vus sur les 55, mais par contre, par exemple, le 55e film, parce que du coup, je vais les prendre dans l'ordre de nombre d'entrées, dans l'ordre croissant, et donc le 55e film de cette liste, celui qui a toujours dépassé le million d'entrées, c'était Les Caïras,
réalisé par Frank Gastambide, que je n'avais toujours pas vu, qui est donc qui raconte l'histoire de trois mecs dans une banlieue de Melun, c'est ça, la banlieue de Melun, qui donc vont se voir offrir une opportunité de devenir des stars du X. Enfin bon, bref. C'est une comédie un peu graveleuse, et bah c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. On va pas se mentir. C'est pas nul à chier non plus. Il est très difficile de ne pas avoir une certaine sympathie pour Frank Gastambide, qui en plus propose, très honnêtement, une mise en scène qui est pas dégueulasse. C'est pas une bonne mise en scène, mais c'est pas une mauvaise mise en scène non plus. Il y a quand même... C'est pas mal filmé. Parce que déjà, je trouve plutôt une prouesse pour une comédie française populaire. Mais voilà, disons que ça vole vraiment pas haut, quoi. Il y a beaucoup de vannes qui sont extrêmement lourdes. C'est quand même très humour pipi caca machin. Disons que il y a beaucoup de moments où tu lèves un peu les yeux au ciel machin. Mais ça se regarde. Je peux pas non plus dire que ça se regarde pas. Il y a quand même une ou deux scènes qui m'ont fait marrer, je l'avoue. Mais voilà, c'est quand même... Il y a beaucoup de cabotinage au niveau des acteurs. Les dialogues sont très pompeux et extrêmement... indigeste, je dirais. En plus ça parle comme des Kairas, justement, enfin comme des racailles pendant 1h30, et disons qu'au bout d'un moment t'en as un peu marre, quoi. En plus c'est un peu cliché. C'est pas nul, mais c'est pas non plus bien, quoi. Ça se regarde, juste ça se regarde. Et au moins ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Pomme Clémentieff dans le film, qui est une actrice que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, la voir dans un film comme ça, bon, t'as quand même envie de dire, mais merde, qu'est-ce que tu fous là? Mais en même temps, elle a le mérite d'illuminer certaines scènes, je dirais. Oui, c'est de l'amour, certainement, peut-être. Ne jugez pas. Donc voilà. Et donc il y aura d'autres films que je vais devoir voir pour ce badge. Et vraiment, vous n'êtes pas prêts. Hein, il y a vraiment des trucs absolument horribles. Hein. Donc si jamais un jour je parle de Twilight, vous saurez pourquoi. Voilà, ça sera uniquement à cause de ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà donc, bah écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit. C'était donc le Jus de Ciné numéro 7. Merci de m'avoir suivi, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et donc on se donne rendez-vous début novembre, entre le 5 et le 10 novembre, pour la prochaine émission avec Marie si tout va bien. Et donc voilà, allez au cinéma, plus que jamais. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, et à la prochaine. Et restez dans le coin parce qu'il y a moyen que je sorte une ou deux vidéos un petit peu à part sur la chaîne que j'ai envie de faire depuis un moment. Donc voilà, restez connectés, comme disent les jeunes. Pas du tout. Merci, je vous aime, à la prochaine. Salut!